Alors, lors du confinement, on nous a demandé, nous étions, Anne-Rosanne et moi, nous avons été sollicités pour écrire un article suite à l'intervention que nous avions menée en 2012 sur le monde du travail en science-fiction, sur un autre corpus, des œuvres récentes. Et en lisant ce corpus, nous avons trouvé beaucoup de références à la nature dans les habitats. Donc, nous avons gardé ce corpus que nous avons donc regardé d'une autre façon. Donc, beaucoup de références à la nature, lieux donc, dans lesquels évoluent les personnages, et nous nous sommes penchés sur le thème de l'habitat en milieu naturel. Donc, notre regard se porte ou s'est porté sur 4 œuvres sélectionnées pour leur succès auprès des jeunes lecteurs, des grands ados, jeunes adultes, et des plus jeunes, puisque un ouvrage s'adresse plutôt à un jeune collégien, aux jeunes collégiens, collégiennes. Ces ouvrages sont donc francophones, et on voulait qu'ils ne soient pas traduits. Donc le premier, nous sommes L'étincelle de Vincent Villeminot, qui a été présenté tout de suite par Hélène Weiss, paru en 2019. Donc l'histoire, on va résumer succinctement. L'histoire se passe en 3 périodes successives. En revanche, la narration ne l'est pas, elle, successive, chronologique. Donc cette période se déroule sur 35 ans. D'abord en 2025, quelques personnages décident de quitter les villes pour s'installer dans les friches, forêts, champs, dans les lieux dont personne ne veut, refusant le monde qui leur est offert. Deuxième période, 2042, Alice, une jeune femme, vit dans une université, ville container réservé aux étudiants. Et en 2065, 3 enfants et leurs parents qui vivent dans la forêt. Le deuxième ouvrage s'appelle Macha ou l'évasion de Jérôme Leroy, paru en 2016. Également 2 parties. La première, description des ZAD, zones d'aménagement différées, du monde de la douceur. Il s'agit de la 4e génération. Des jeunes gens viennent rencontrer Macha Desoya, qui a 107 ans, pour recueillir son témoignage sur le monde de la faim. Et la deuxième partie, eh bien, c'est le récit de Macha sur le monde de la faim, donc, qui décrit sa vie d'avant. 3e ouvrage, In Real Life, vous m'excuserez pour l'accent. Le tome 1, parce qu'il s'agit d'une trilogie, s'appelle Déconnexion, de Maïwen Alix, paru en 2018. Alors, dans un futur post-apocalyptique, les humains vivent dans des implantations agricoles appelées systèmes, car chacun y est relié. Les gens peuvent communiquer par la pensée et visiter pendant leur sommeil des rêves éveillés. Des rêves si réels qu'ils permettent aux membres du système de vivre une existence virtuelle en parallèle de leur vie dans l'implantation. Lani, une jeune fille qui est également la narratrice, est enlevée avec 2 de ses camarades par des rebelles qui s'opposent au système, revendiquant l'absence de connexion. Ce sont les îles, des implantations hors système. Donc ce thème, je vous disais, ce tome est le premier d'une trilogie, donc Déconnexion. Le deuxième s'appelle Mémoire vive et le 3e, Réinitialisation. Enfin, le 4e ouvrage, plus ancien, plus destiné plutôt à un public collégien, Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle, donc paru en 2009. L'action se déroule dans une version futuriste de notre monde, un monde pollué où l'on range les voitures à la verticale, près d'immenses tours de verre. Le narrateur, un adolescent délaissé par sa mère, vit dans l'un de ces luxueux immeubles. Un jour, dans l'ascenseur qui le mène à son école, il croise Céleste, dont il tombe amoureux. Le regard qu'il porte sur son monde va en être bouleversé. Comme l'immense majorité des romans de science-fiction contemporains pour adolescents, ces romans sont des dystopies. Alors, les dystopies, donc voici la définition, donc récit de fiction qui se déroule dans une société imaginaire, présentée comme un contre-modèle, c'est-à-dire où le bonheur est impossible car régi par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, mis à part Macha, donc, ou l'évasion, qui se révèle être une utopie. Alors avant, puisque nous avons parlé d'habitat naturel, nous aimerions définir le mot nature. Étymologiquement, le mot nature est issu de natus,
qui veut dire né. Ainsi, le mot natura définit le fait de naître ou de faire naître, d'où son caractère originel. Nous proposons deux acceptions du mot nature, sachant qu'il y en a plein, donc tirées du dictionnaire culturel, et deux acceptions dans le sens relation avec l'homme. La première étant la nature comme extérieure à soi, opposée donc à l'homme, et la deuxième, le contraire, donc l'homme appartient à la nature. Et pour ce, nous avons choisi une citation donc, de Giorgio Del Vecchio qui date de 1961, et parce qu'elle date de 1961 et qui me semble tout à fait contemporain, donc nous l'avons choisi. L'homme est sans doute une partie de la nature, sans aucun doute. Il est donc compris en elle, mais il est tout aussi certain que l'homme comprend la nature, laquelle est par conséquent une idée ou une représentation humaine. Nous sommes donc en présence de deux points de vue opposés, qui ont tous deux une certaine raison, si bien que ni l'un ni l'autre ne peuvent être repoussés, tandis qu'un autre problème demeure ouvert, à savoir si et comment ils peuvent s'unifier. Alors, le mot nature n'est sans doute pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de science-fiction. On penserait plutôt vaisseau, planète, ville technologique. Or, les ouvrages proposés ne parlent ni de vaisseau, ni de planète, mais bien de nature. Étonnamment luxurieuses dans certaines œuvres, inquiétantes dans d'autres, la nature appartient à l'environnement de nos personnages entre habitat rêvé et habitat réel. Ainsi, nous nous proposons d'interroger les représentations des habitats de ces mondes futuristes. Quel type d'habitation est-il imaginé pour le futur? Quelle image de la nature ces mondes donnent-ils à voir? Et enfin, ces œuvres dystopiques contiennent-elles une critique du monde à travers un environnement qu'il convient d'interroger et ou proposent-elles des alternatives? Alors, le panorama des habitats représentés. Le genre science-fiction, puissant outil d'explication du réel, nous donne à voir un monde plus ou moins éloigné du nôtre. Alors, d'abord, nous nous appuyons sur encore une autre définition concernant l'habitat, cette fois. Donc, trois exceptions. 1. Le milieu géographique, qui est propre à une espèce animale ou végétale. Deuxième, le mode d'organisation et de peuplement par l'homme, donc du milieu où il vit. Et enfin, ensemble des conditions d'habitation, de logement. Nous nous appuyons sur ces trois acceptions pour identifier les principaux habitats représentés, c'est-à-dire dans quel espace géographique, comment y vit-on et comment sont-ils organisés. Alors, parmi ces panoramas, le premier qui ressort, évidemment, c'est la ville et le périurbain. Opposition classique entre ville et campagne, entre pauvres et riches, donc présente également dans ces ouvrages. La ville ou périurbain n'est jamais représenté, dans les ouvrages que nous avons lus, comme un lieu rassurant ou un lieu idyllique, contrairement à la nature. Dans Céleste, ma planète, la ville est constituée d'immenses tours qui diffèrent d'un quartier à l'autre, s'opposent ainsi des tours des quartiers riches où vit le narrateur, et les tours des quartiers pauvres. Ce jeu d'opposition qui structure le roman de Timothée de Fontbelle se retrouve dans l'évolution du lieu de vie du narrateur qui passe de ces tours immenses connectées à une cabane dans la forêt. Évolution révélatrice de son rapport au monde, puisqu'au début du roman, la décoration de son appartement montre sa non-implication dans le monde dans lequel il vit. Je cite, « J'avais renoncé dès ma naissance à transformer le monde. Ce monde, sur les murs de ma chambre, je le peignais comme il était, sans rien changer. » Mais progressivement, donc, il va changer de lieu, puisqu'il va arriver donc, dans la cabane. Il décide de se battre et brave les interdits pour sauver Céleste en l'enlevant. La ville est également, ou la ville est le lieu de danger. Alice, dans Nous sommes étincelles, est victime d'une tentative de viol dans ce quartier appelé University, ville container où logent les étudiants. Alors, je fais un rappel tout de suite à l'intervention de Brigitte van den Bosch, sur l'image la photographie de Bruno Fert qui représente des containers.
Je cite, « Dans la nuit autour de lui, les immeubles mangés de rouille, malgré les couches annuelles de peinture anti-corrosion, le savaient aussi. Les containers gardaient de leurs anciens voyages une immuable et muette nostalgie. » Alors la ville, c'est également un lieu de débauche, promiscuité, drogue, sexe. Dans la ville ou périurbain, les lieux habités sont d'anciens lieux devenus des friches. On y trouve une usine désaffectée, lieu de contrebande, d'assaut policier, lieu empli de bruit, de lumière, de peur, de violence. On retrouve aussi une base militaire dans In Our Life. Alors, nous allons parler ensuite, des cabanes. Les cabanes qui, on en a parlé déjà ce matin, mais les cabanes qui sont quand même fortement représentées dans nos ouvrages de science-fiction. C'est d'ailleurs l'habitat le plus représenté. On peut relever différents types allant de la construction de fortune à la cabane-appartement. Dans Nous sommes l'étincelle, dans Macha ou Céleste, ma planète, les cabanes sont en hauteur, elles sont sur la canopée, construites dans les arbres. La maison était construite en 2 strates arbustives, 2 étages accrochés à un chêne, le premier sur pilotis, à 5 mètres du sol, le deuxième 8 mètres plus haut, s'appuyant aux maîtresses branches. C'étaient 2 ouvrages de rondins assez simples, au plancher raboté, au toit plat et couvert d'humus. Des échelles permettaient de grimper à l'un, puis à l'autre. La fuite vers les hauteurs était facilitée, au-dessus du plus élevé, par un réseau de cordage comparable à celui d'un 3-mâts, des plateformes, des nids de pie, dispositif utilisé en cas d'attaque depuis le sol sans doute. Dans l'espace abrité sous la cabane la plus basse, il y avait une sorte de préau, une table, 3 bancs, où la terre avait été balayée et où quelques ustensiles s'entassaient, des bassines, des gamelles, quelques couverts. Un peu plus loin, une douche et des toilettes sèches, un moulin à ailettes tournait sur un bras de ruisseau. Dans Céleste, ma planète, la cabane est peu décrite. Elle est faite en bois, avec un toit en branchage. Mais elle a été construite à la hâte. Au contraire, dans Macha, il y a une évolution et un perfectionnement de cet habitat. Macha décrit par exemple la construction de la ZAD de Merlicourt. Maintenant, on voyait des maisons intelligentes dans tous les arbres de la pinède, et les yourtes s'étaient perfectionnées avec chacune une petite centrale solaire. Le roman livre une description détaillée de ce nouveau type d'habitat. La ZAD forestière est constituée de plusieurs cabanes, comme les arbres, dans les arbres, à 10 mètres de hauteur, et qui sont reliées entre elles par des passerelles. On va trouver donc l'arbre commun, l'arbre bibliothèque, l'arbre école et les arbres personnels. Donc ces appartements, ces arbres sont tous quasiment identiques. Dans l'ensemble des romans, la cabane est présentée comme remplissant la fonction première d'un habitat, protéger ses occupants des éléments et menaces extérieures. Elle est alors liée à l'idée de survie. Il n'est pas étonnant de la trouver comme proposition d'un nouvel habitat dans ces mondes futuristes où les personnages fuient une réalité menaçante. Dans Macha s'ajoute une autre dimension à cette idée de survie. La cabane est assimilée à un véritable foyer. Après avoir terminé le récit du monde de la fin, au cueilleur d'histoire, donc ceux qui viennent chercher l'histoire auprès de Macha, Macha se sent lasse et désire rentrer chez elle. Et le roman s'achève sur ces paroles. Parce que, voyez-vous, pour moi, au bout du compte, la douceur, c'est tout simple. C'est de pouvoir vivre pour toujours des journées entières dans les arbres. Cette association du bonheur et de l'habitation était déjà présente dans le roman lorsque Macha décide de fuir la résidence après la mort de sa mère. Et elle tombe sur un des livres de Karim, le roman inachevé d'Aragon. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure. Cette lecture la pousse définitivement à s'enfuir pour tenter de rejoindre la ZAD de Merlicourt. Alors, la cabane est aussi un lieu de refuge. Dans Nous sommes l'étincelle, lorsque les émeutiers viennent y vivre en se débarrassant de leur téléphone menottes, rescapés des manifestations qui refusent le monde qu'on leur propose. La cabane appartient à la forêt qui la cache. Dans cette forêt, on y trouve le hameau, l'abbaye, donc là où vivent des religieuses, et des cannibales.
La cabane est donc un prolongement de la forêt qui devient refuge pour échapper à la police, la famille, mais c'est aussi un lieu de danger avec la présence de braconniers armés. Dans In Real Life, il n'existe pas de cabane, mais des lieux communautaires installés dans la nature, des implantations agricoles. On peut s'étonner de ce choix d'un habitat signant un retour à une vie naturelle. Ces 20-30 dernières années, les questions écologiques ont été au centre des débats politiques et sociétaux, alimentant immanquablement une sorte d'imaginaire du mode de vie à demi-sauvage, demi-civilisé. De fait, découle de ces représentations un certain désir de retourner à la terre. Et c'est bien fait, fantasme d'une vie en communauté au cœur de cette nature que nous avons fait souffrir pendant trop longtemps. Or, la cabane est une forme d'habitat qui, dans l'imaginaire collectif contemporain, permettrait une vie tranquille, non connectée au cœur de la nature. Confère donc les ici nombreuses installations dont on parlait tout de suite, hôtelières, dans les arbres et le succès de ces nouveaux lieux de vacances. Donc, maintenant, deuxième partie sur plutôt le rapport à la nature, comment y vit-on, quelle place a la nature et que représente-t-elle? D'abord, la nature est vue comme un guide, comme un modèle. Elle se révèle être une source d'inspiration. Dans cette nouvelle manière de vivre ou de survivre, on pourrait presque parler de biomimétisme. Dans Macha, la relation avec la nature est présentée comme harmonieuse. Les différents modes d'exploitation de l'énergie, puis géothermique, panneaux solaires, se fondent dans le paysage. Dans Nous sommes l'étincelle, la cabane se fond totalement dans le paysage forestier. Vous avez la citation là. Les frondaisons, en se refermant, avaient masqué la lumière qui alimentait autrefois les panneaux photovoltaïques ternis. La pluie avait grisé le bois, la mousse, le lichen et la vigne vierge dévoraient la cabane et les branches voisines en cassant les formes, les angles, sans qu'il soit désormais possible de distinguer les arbres de l'édifice fait de main d'homme. Des lianes de lierre avaient proliféré sur et sous le pont de singe vertigineux. Végétal parmi les végétaux, l'ensemble avait pris une couleur de silence. La forêt avait digéré la maison depuis longtemps. L'opposition entre le monde ancien, le monde de la faim, et le nouveau monde, le monde de la douceur, qui structure tout le roman, concerne la relation à la nature. Il ne s'agit plus de la maîtriser ou l'exploiter, mais bien de s'en inspirer. Elle fait ainsi l'objet d'un apprentissage. De même, les habitants ne possèdent ni montre, ni horloge, mais ils vivent au rythme de la nature et des saisons. Ils arrêtent par exemple de travailler lorsque le soleil décline. Dans In Real Life, dans le système, la nature est vécue en rêve comme merveilleuse, on pourrait presque parler de paradis perdu. Tout autour de l'implantation s'étendent les terrasses cultivées, alignement parfait d'arbres fruitiers, de légumes et de céréales, construction vertigineuse de symétrie, épousant impeccablement les pentes de la montagne du Faucon. Enchâssées dans une forêt verte et dense, les cultures sont traversées en leur centre par le torrent qui se jette plus bas dans une trouée de lumière au milieu de ce paysage entre sombre, le lac du Loup. Je laisse la parole juste un petit échange. Donc je vais aborder le second point de notre deuxième partie, la nature comme refuge. Dans Céleste, ma planète, la nature, qui est plus précisément une forêt située au nord, est présentée comme un refuge pour les deux protagonistes qui fuient leur monde. Donc je cite « Je ne crains pas le combat de la survie dans un monde difficile, glacé, mais qui au moins ne nous veut pas de mal. » De même, dans Macha ou l'évasion, la nature est devenue un refuge face, je cite, « aux accidents écologiques, aux crises économiques, le terrorisme, les régimes policiers du monde de la faim. » Les gens abandonnent ainsi en masse les villes où ils ne sont plus en sécurité. On aborde ainsi donc le troisième point, l'opposition entre la nature et le monde industriel et ses connaissances. Le nouvel habitat naturel est la conséquence de la fuite d'un milieu urbain. On y cherche une nouvelle façon de vivre, un refuge, comme on l'a dit, du monde déshumanisé de la ville.
Dans Nous sommes l'étincelle, les jeunes quittent les villes et parlent d'un véritable retour à la terre. Dans In Real Life, la nature est omniprésente, que ce soit sur l'île, l'implantation abandonnée, ou dans le système. On y retrouve des moyens de locomotion un peu vieillots, charrettes tirées par un petit âne, des ponts de bois, le travail au champ. La nature y est essentiellement nourricière et on retrouve des méthodes d'exploitation agricole de type rural. Donc je cite, « Au contact des braques, la famille dans laquelle elle est accueillie, je découvre lentement la vie des terres libres, tout du moins côté champ. La famille vit principalement de sa production de blé et de laine. Ils possèdent un grand cheptel de moutons qui paissent pendant l'été dans un endroit plus au sud, recouvert seulement de landes. Ils les ramènent à la ferme l'hiver pour les protéger de la rigueur du climat. Pour veiller sur les bêtes, Georges emploie plusieurs bergers qui se relaient chaque semaine et qu'il paie en boisseaux de blé. » On peut donc parler de restauration de l'environnement. Et dans Macha ou l'évasion, la nature reprend ses droits face à l'urbanisation. On a plusieurs descriptions de villes où la forêt a repris ses droits. Par exemple, la cathédrale de Rouen est devenue le repère de singes. Et on décrit aussi des zones périurbaines envahies par les chiens sauvages. Dans Céleste, ma planète, la société de consommation et ses conséquences sur l'environnement sont maintes fois dénoncées. Le narrateur décrit la tour commerciale dont le sol est couvert de publicité avec ironie. Il souligne l'absurdité de cette consommation outrancière. Je cite, « Je suivais le flot de piétons qui portaient tous des grappes de sacs en plastique. Je savais que dans ces sacs, il y avait d'autres sacs, avec d'autres sacs plus petits encore à l'intérieur et d'autres encore. Les gens adorent les sacs. » Céleste et sa maladie sont une métaphore des conséquences désastreuses de l'action humaine sur la nature et la planète. Elle guérira à la fin de l'œuvre grâce au changement d'attitude des habitants, mais ces changements ne sont pas explicités. Alors, passons maintenant à notre troisième et dernière partie. Quelles valeurs, quelles critiques, quelles solutions portent les romans de notre corpus ? Alors, on sait bien que les romans de science-fiction sont là pour parler du présent. Que nous disent-ils ? Vimino, auteur de Nous sommes l'étincelle, lors d'une interview donnée dernièrement pour parler de son livre, explique « C'est l'occasion de me poser la question. Qu'est-ce que deviennent les rêves ? Qu'est-ce que deviennent les utopies ? Qu'est-ce que deviennent les échecs ? Comment cela nous rend meilleurs ou usés ? Un roman, c'est l'occasion de regarder le monde. » Il apparaît clairement à la lecture des ouvrages que la relation humaine est privilégiée. On ne peut vivre seul dans cette nature. La communauté est ainsi le mode de vie préconisé dans l'ensemble de notre corpus. On y trouve aussi un discours écologiste et une revendication de la liberté. Ainsi, pour commencer, la communauté. Donc, dans Macha ou l'évasion, la narratrice souligne la différence entre le monde de la nature, le monde de la douceur, c'est un peu pareil, communautaire, et le monde de la faim, où les individus étaient seuls et tristes. Dans le prologue, l'auteur fait référence à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes et donne à voir le but de sa fiction. Je cite, « Beaucoup de zadistes, c'est ainsi que se nomment les occupants des ZAD, voudraient que ces zones à défendre soient aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles façons de vivre ensemble, plus libres et plus fraternelles. » L'un des piliers du monde de la douceur est la communauté. Il y a en effet l'arbre commun où se retrouvent régulièrement les habitants. Des passerelles sont aussi installées pour faciliter cette vie en commun et par exemple permettre à tous de se rendre facilement chez leurs voisins. Les ZAD ne sont pas les seuls habitats communautaires, on retrouvera aussi dans ce roman des péniches fleuries. Et il est à cet égard intéressant de remarquer que Macha ou l'évasion est une utopie, et non une dystopie comme les autres romans, au sens où l'a définit Jean Goulmot, c'est-à-dire la description d'une société imaginaire proposée comme modèle et référence critique. Macha ou l'évasion répond entièrement à cette définition puisque ce roman propose les ZAD comme à la fois un nouveau mode d'habitation et de cohabitation et comme une alternative positive à notre réalité.
Je cite, « Et c'est vrai que la ZAD fonctionnait bien avec des cafés, des bibliothèques, des potagers, des assemblées, où tout se décidait collectivement. » Même si l'on peut reprocher à ce roman son caractère caricatural ou irréaliste dans les changements opérés, il a le mérite de proposer une alternative positive qui, à notre sens, participe à la création d'un imaginaire et d'une réflexion collective essentielle pour construire la société de demain. Ainsi, comme le suggère Yannick Rumpala dans l'article « Ce que la science-fiction pourrait apporter à la réflexion politique », je cite, « La science-fiction offre, certes plus ou moins facilement, des terrains et des procédés pour s'exprimer sur des mutations plus ou moins profondes, plus précisément sur les trajectoires que ces mutations pourraient suivre. Elle constitue une voie par laquelle le changement social se trouve réengagé dans une appréhension réflexive. Dans Nous sommes l'étincelle, le hameau a été le lieu de communauté au sein de la forêt pour échapper au monde et en reconstruire un autre. La communauté est définie en tant qu'une organisation qui partage des valeurs, entre autres et essentiellement amicales dans le hameau ou religieuses dans l'abbaye. Dans In Real Life, les deux communautés présentes, celle du système et celle des îles, sont organisées de façon hiérarchique. Les uns obéissent aux autres selon un schéma que l'on connaît bien, soit une organisation politique, soit une organisation militaire, soit une organisation du savoir. Alors maintenant, passons à la deuxième valeur, le respect de l'environnement, c'est-à-dire vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Le roman de Jérôme Leroy, Macha ou l'évasion, se teinte d'un accent écologiste. Les centrales nucléaires sont dépeintes comme des monstres. De nombreuses ZAD décrites dans ce roman se sont construites en opposition avec à un projet menaçant l'environnement, comme la ZAD de Merlicourt que Macha rejoindra après sa fugue et qui est née contre un projet immobilier visant à transformer en une station branchée cette petite ville où venaient se reposer les gens modestes du Pas-de-Calais. Les zadistes ont laissé derrière eux les objets électriques et technologiques, grille-pain, mixeurs, téléphones portables, et le récit insiste sur le retour à la nature et à une vie rustique. De même, l'énergie se veut respectueuse de l'environnement. On y trouve les panneaux solaires, je cite, « les panneaux solaires scintillants, les puits géothermiques et les moulins éoliens qui recueillaient l'énergie dont nous avions besoin. » Alors, le récit met en lumière les conséquences positives de ce respect de l'environnement, une baisse qui a un effet d'enchaînement, une baisse de la population amène à une meilleure alimentation qui entraîne un allongement de la durée de vie. Et donc, Macha a ainsi 107 ans et est en parfaite santé. L'auteur de Céleste, ma planète pointe quant à lui les conséquences désastreuses de la consommation et de l'industrialisation à outrance, en montrant par exemple la pollution générée dans certaines tours. Je cite, « Des voitures entassées sur 1 kilomètre de hauteur. J'y repense avec un nœud dans l'estomac. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, j'ai senti une vague de fumée m'envelopper. La chaleur des moteurs de milliers de voitures sur des centaines d'étages remontait par là, comme une colonne bleutée. » Ou encore, je cite, non, je ne cite pas. « J'avais mis ma manche sur ma bouche pour filtrer les gaz d'échappement. Je croyais que l'air de l'extérieur serait plus respirable, mais en débouchant sur la terrasse, on entrait dans une nappe nuageuse qui stationnait au sommet de la tour et concentrait la pollution. » Vincent Villeminot a gagné le prix du roman d'écologie 2020 pour Nous sommes l'étincelle. Ce prix récompense un roman francophone paru l'année précédant l'attribution, de grande qualité littéraire, où les questions écologiques sont substantiellement présentes. Dans Nous sommes l'étincelle, la forêt est pensée comme un écosystème. Le rôle de la forêt se définit en creux dans cette remarque sur la ville dont on dit, je cite, « Sa mère lui a raconté les villes où elle vivait avant, où on ne voyait plus jamais ni la mort, ni le coït, ni la blessure, ni la naissance, ni les saisons, les stigmates, le temps qui passe, ni les parades, la fuite, la chasse, la sauvagerie, le courage physique, la force, l'habileté, l'agilité, où tout n'était plus qu'image, symbole, signe, panneau,
vitrine, grimace, désincarnation. Et donc, pour finir, la troisième valeur, la liberté. Alors, cette valeur est clairement revendiquée dans deux des romans, Céleste, ma planète et Macha ou l'évasion. Dans le roman de Timothée de Fombelle, le narrateur refuse la technologie et critique son monde ultra connecté. Je cite, « Je n'ai jamais eu de mobile, et si j'étais un chien, je ne voudrais pas de laisse. » Dans Macha ou l'évasion, Karim, le petit ami de Macha, perdra la vie car il refuse de faire un test ADN dans le cadre d'une enquête sur un viol qui a été commis au lycée, et il explique à Macha les raisons de son refus. Je cite, « Parce que c'est une manière déguisée de ficher la population. Il y a des millions de gens qui, même s'ils n'ont rien fait, se retrouvent dans des fichiers de la police. Tu as lu 1984 ? Tu as lu Le meilleur des mondes ? On y est, Macha, on y est déjà. Après, ces fichiers, la police s'en servira comme elle voudra, et pas seulement contre des criminels, mais aussi contre des gens qui ne sont pas d'accord avec le système, comme ceux des ZAD, par exemple. » Alors, cette critique d'une société où l'on empiète sur les libertés privées se concrétise dans la troisième habitation décrite par Macha. Face à la menace grandissante des étrangers, son beau-père décide d'aller vivre dans ce qu'il appelle la résidence. Une prison dorée, comme la nomme Macha. Dans le roman, la description de ce nouvel habitat est détaillée et proposée selon différents points de vue. Le capitaine, en charge de la sécurité de la résidence, insiste sur son côté sécurisé. Clôture électrifiée, système d'alarme et de vidéosurveillance, 12 vigiles armés, une dizaine de chiens, une entrée unique contrôlée par un poste de garde. La population de cette résidence sera triée et limitée à 500 personnes pour 42 hectares. Il faut se retrouver entre nous pour protéger nos familles et nos biens, explique le capitaine. Les maisons sont toutes identiques. Elles étaient, je cite, « elles étaient vastes, modernes, blanches, constituées de volumes cubiques, de terrasses et de baies vitrées. Le tout était entouré par de grandes pelouses impeccablement tondues. Aucune décoration personnelle n'est autorisée à l'extérieur de ces maisons. Rien ne doit traîner dans le jardin. Macha, quant à elle, dénonce ce nouveau lieu de vie qui n'est pas sans rappeler les romans dystopiques d'Orwell et d'Huxley cités précédemment dans la citation par Karim. « Je n'aurais jamais cru regretter l'hôtel particulier, dit-elle, de la rue Royale. C'était sa première habitation, avec sa famille de Vignan. Mais face à ces pièces immenses, ces baies vitrées qui donnaient l'impression d'être vues de partout et par tout le monde, j'ai eu la nostalgie des pierres de taille, des lourds volets de bois vert, des pièces compliquées, du jardin touffu, de l'escalier en colimaçon, de la cuisine de Charmila, des couloirs au parquet qui craquaient. Une caméra cachée dans un arbre est braquée sur chaque maison de cette résidence. Autrement dit, ordre, transparence, visibilité sont les maîtres mots de cette habitation sécurisée que Macha va fuir après la mort de sa mère. Ainsi, dans les 4 romans de notre corpus, on peut lire indéniablement la présentation d'une société imaginaire dans laquelle l'individu reprend ses droits en s'opposant au pouvoir mis en place, présenté comme fort, voire totalitaire. Dans « Nous sommes l'étincelle », nous pouvons lire, je cite, « Le livre disait qu'il fallait quitter les villes, qu'on se retrouverait dans la forêt, qu'on inventerait des vies neuves, possibles, des vies joyeuses et âpres et libres. » À ce titre, le choix de la cabane comme nouvelle forme d'habitat peut s'expliquer par cette exigence de liberté. En effet, Maëldan Lebris-Durès, dans Mu, une approche imaginaire de la cabane, architecture, aménagement de l'espace, montre, en s'appuyant sur la dialectique du dehors et du dedans de Bachelard, que la cabane, je la cite là, sans que ce soit cité, parvient à allier en une seule coque, en une seule image, l'infinie protection et l'infinie liberté. Ce sentiment de liberté est rendu possible par l'état de contemplation que permet la cabane, car selon Gilles Tiberghien, je ne sais pas comment ça se prononce, je cite, « Dans les cabanes, la polarité intérieure-extérieure constitutive de la maison n'existe pas. La cabane est toute en extériorité, elle s'ouvre à la nature, celle-ci la pénètre de part en part. » Dans Macha ou l'évasion, les personnages sont décrits à plusieurs reprises en train d'observer les paysages qui les entourent, s'adonnant ainsi à la rêverie.
Quant à In Real Life, le roman contient une critique du monde ultra-connecté, du conditionnement. Je pense que vous avez peut-être entendu les soldats utiliser le terme de « décérébrer ». On note une opposition dans ce roman entre les rêves qui endorment et la réalité qui est plus hostile. Dans « Nous sommes l'étincelle », l'épilogue peut se lire comme une morale teintée de désillusion. Je cite « Mais étrangement, dans toute cette litanie de violence où l'homme rendu à sa sauvagerie n'apparaît ni meilleur ni pire que l'homme civilisé, où des filles meurent à l'âge où elles sont en fleurs, et émouvantes comme elles, et comme elles piétinées, la tige cassée nette, où des garçons durs, des garçons robustes, des garçons courageux sont brisés, emportés juste après l'envol. Il se souvient surtout des belles choses. » Alors, pour conclure, force est de constater que les 4 romans de notre corpus présentent de nombreux points communs. Donc, je rappelle ce qu'on a dit. La cabane dans la forêt, qui est la forme donc d'habitat la plus représentée. L'opposition classique ville-campagne. Le retour à la nature, que ce soit dans une île ou dans la forêt, équivalent à un retour à un mode de vie traditionnel sans technologie. Une vie sylvestre prônée, même si à chaque fois la forêt présente un double visage, à la fois lieu de refuge, mais aussi lieu de tous les dangers. Les relations humaines présentées comme conditions essentielles d'une vie heureuse. Et enfin, un discours, alors plus environnemental qu'écologique, communautaire et prônant la liberté comme valeur essentielle au bonheur. Ainsi, ces romans donnent à voir la dualité du rapport à la nature, exprimée par Thierry Pacaud dans la conclusion de son ouvrage « Habiter le propre de l'humain ». Je cite « Une première modernité occidentale, celle des temps modernes, avait opposé l'homme à la nature, suivant en cela la représentation dualiste élaborée au XVIIe siècle par Galilée, Bacon et Descartes, d'une nature considérée comme un système de lois immuables et le domaine des choses extérieures à l'homme. Une deuxième modernité se profile. Ce sont les conditions d'autres relations responsables et d'autres connivences qui sont recherchées, non seulement par l'intégration et la maîtrise de nouvelles technologies, mais à partir d'un repositionnement éthico-politique effectué entre nature et culture, technique et société, soi et les autres. Il est, comme on l'a dit, étonnant de constater que tous les romans de science-fiction de notre corpus ne proposent pas d'innovation technologique. Et on peut penser par exemple au projet des villes futures, comme celui de Vincent Calbeau avec ses îles flottantes, Lillipad. Alors on s'est demandé, peut-on justifier du choix de ces termes par le fait de s'adresser à un jeune public, un public en formation? L'écologie est vue comme un idéal par la jeune génération. Comment l'utopie de Macha et les 3 autres dystopies mettent-ils à l'épreuve du réel? On peut penser que ces œuvres veulent amener les jeunes lecteurs et les futurs citoyens à s'interroger sur le monde dans lequel ils vivent. Et comme le suggère Yannick Hornpala dans son article, je cite, « Les hypothèses fictionnelles peuvent aider à ouvrir des espaces de débat et ainsi à construire ou restaurer une forme de responsabilité collective à l'égard de ce qui n'est pas encore advenu, mais qui pourrait constituer le futur. » Ainsi, pour finir, après avoir tous été confinés, nous pourrions ensemble nous poser cette dernière question. Quelle serait notre forme d'habitat rêvé? Merci de votre écoute.